Bonjour, bonjour à tout le monde. Bienvenue sur ce nouveau direct organisé par Miroir Social en partenariat avec le cabinet Tandem Expertise sur le sujet de l'IA et du dialogue social et précisément sur l'angle des conditions de travail. On aurait pu l'aborder sous l'angle de l'emploi ou une dimension plus économique. Là, le sujet, c'est les conditions de travail. On verra en quoi c'est quand même la source du sujet, la source du sujet. Vous êtes nombreux dans la salle, donc merci à vous de votre participation. N'hésitez pas à interagir. Je ne doute pas que ça doit faire écho à ce qui se passe dans vos entreprises respectives, ce que nos intervenantes et intervenants vont vous exposer ce matin. Et je présente le panel des intervenants de ce matin, donc Tandem Expertise qui porte cette rencontre. Merci à vous. Et donc représenté par Julie Bertin et Donatien Sancier-Marty. Vous allez nous partager une riche présentation un peu de comment vous, en tant que cabinet conseil expert auprès des CSE, comment vous appréhendez, vous n'êtes pas par nature des spécialistes de l'IA, mais pour autant, vous accompagnez les CSE. Et donc, c'est intéressant de voir comment le sujet vous le portez dans le cadre des CSE et dans le cadre du dialogue social. Et on a la chance d'avoir deux témoignages d'élus pour mettre en perspective par rapport, parce que le sujet quand même, c'est de voir concrètement comment ça peut se dérouler dans les entreprises. Donc avec Mathieu Trubert, toi tu fais partie du collectif du collectif numérique de l'UGIT CGT, donc c'est les cadres CGT, et tu es par ailleurs représentant syndical chez Microsoft. Et donc, toi, tu es CGT. Et Rodolphe Faure, donc toi, tu es secrétaire du CSE de Radio France. Tu es également CGT. Pour contextualiser, tu vas nous expliquer, Rodolphe, comment, avec quelle méthodologie se déploient les nombreux projets IA qui phosphorent et qui se mettent en place du côté de chez Radio France, en sachant, je précise, que vous avez été accompagné par le cabinet Tandem Expertise. Donc, on va vraiment voir, ça va être l'occasion ce matin de voir justement l'articulation entre le cabinet et en interne, vous, en tant qu'élu, comment, après, une fois que vous êtes en première ligne, etc., comment ça se passe concrètement et comment vous vous appropriez la matière aussi, les ressources que vous produit par le cabinet dans le cadre des déploiements d'IA. Voilà. Et donc, Mathieu, je précise, Mathieu Trubert, que on va en parler, tu es partie prenante dans des projets d'IA, notamment un projet porté par l'IRES, Yes. qui a été financé par l'ANACT, où on trouve l'UGIT CGT, mais la CFE CGC, la CFDT et la CPME, je crois, la CPME. Enfin bon, voilà, et donc tu nous présenteras également ça. Donc, je ne vais pas être beaucoup plus long. Simplement, donc, Rodolphe Ederlé, je vais avoir le plaisir, je suis le responsable éditorial de Miroir Social et je vais avoir le plaisir d'animer cette rencontre. Je me permets quand même de dire que sur Miroir Social, je vous invite à aller faire un petit tour sur le site. Vous verrez qu'il y a beaucoup, le site qui conjugue les deux parties, le côté agence de presse et le côté participatif. Et sur le côté participatif, en ce moment, il y a beaucoup de contenu sur l'IA. Vous pourrez voir sur la page la une, là, il y a ne serait-ce que deux papiers qui ont été produits, un par une personne, un intervenant, un spécialiste, un sociologue sur le sujet, sur les IA génératives, très intéressant. Et voilà, le sujet fourmille, on va dire. On n'est pas les seuls à l'adresser. Mais par contre, nous, on l'adresse donc sous l'angle des conditions de travail mais vraiment avec la chance d'avoir le témoignage d'élus qui ont mis en pratique. Parce que le sujet, c'est bien la théorie, la méthodologie conceptuelle, etc. C'est très bien, il en faut. Maintenant, il s'agit de voir comment on est capable de l'incrémenter dans les entreprises et d'avoir des retours d'expérience le plus riches possible et avec toute leur diversité pour qu'un maximum d'entreprises puissent l'approprier et en faire leur chose, on va dire, quelque part. Voilà, je ne vais pas être trop long, pas plus long surtout, et je vais passer la parole à Donatien
Donatien, si tu peux un peu nous présenter comment là, une approche globale un peu du sujet IA, comment vous, en tant que cabinet d'expertise, vu de votre fenêtre, hein, en tant qu'expert CSE, comment ça vous parle? Et si tu peux nous mettre dans le bain, Donatien, à toi la main. Oui. Merci beaucoup, Rodolphe, pour la présentation. Donc, en effet, donc, le but de cette journée, ça va être de parler de l'intelligence artificielle finalement et comment appréhender ce sujet-là par le dialogue social, hein, tout simplement en entreprise. Juste peut-être pour votre information, notre présentation, elle va se faire en deux grandes parties, entre guillemets. On va d'abord voir finalement comment appréhender finalement l'introduction de l'intelligence artificielle en entreprise avec le cadre du dialogue social actuel. Et après, dans une deuxième partie, on verra un petit peu quels sont les nouveaux outils qu'on peut mettre en place, justement, au niveau du dialogue social pour appréhender encore mieux, finalement, ce sujet-là. Voilà. Après, donc, pour faire déjà un petit peu de mise en contexte, comme tu disais, Rodolphe, donc l'intelligence artificielle, aujourd'hui, c'est quand même un sujet extrêmement à la mode, et notamment son introduction, finalement, en entreprise. On en parle beaucoup, on commence à avoir quelques retours d'expérience et quelques études sur le sujet. Après, quand on l'évoque, il faut aussi savoir qu'on a en général quand même des avis assez tranchés pour l'instant. L'intelligence artificielle, en fait, elle est source de beaucoup de préjugés et de présupposés, notamment quand on l'applique dans le monde du travail. On a en général, entre guillemets, deux camps très opposés qui s'affrontent sur le sujet. On va avoir d'un côté les solutionnistes qui vont être extrêmement promoteurs finalement de la technologie, qui vont voir l'IA comme une solution un peu à tous les problèmes, notamment d'entreprise. Ce serait à la fois quelque chose qui serait source de croissance, qui permettrait beaucoup de gains de productivité, d'enrichir le travail au niveau individuel, finalement permettre une diversification des tâches, une concentration sur la réalisation des tâches à plus forte valeur ajoutée. En tout cas, c'est cette manière-là que c'est présenté. Et puis, finalement, en face, on va avoir un côté un peu plus pessimiste, avec, on va dire, un camp qu'on peut plutôt appeler de déterministe, qui partir du principe que l'IA a été pensée d'une certaine manière pour justement, au contraire, dégrader la qualité du travail. Ça amènerait à une perte de compétences pour les salariés, voire même à une nouvelle forme d'aliénation. C'est-à-dire que l'homme, finalement, serait au service de l'algorithme et non l'inverse. Ça, par exemple, on a déjà pu le voir, entre guillemets, avec, par exemple, les travailleurs du clic, ce qu'on appelle comme ça, finalement, dans des pays souvent en voie de développement. L'automatisation également, elle peut être vue aussi comme contraignante parce que finalement, le travailleur serait dépossédé d'une partie de son travail et se verrait imposer aussi de nouveaux rythmes de travail, finalement aussi peut-être plus intenses. C'est en tout cas du moins une des craintes avancées. Et puis après, même dans une vision encore plus pessimiste, on pourrait éventuellement envisager un chômage de masse, typiquement. Alors, face finalement à ces deux positions aujourd'hui, en fait, à ces deux situations envisagées, parce qu'aujourd'hui, on n'est pas dans la concrétisation, finalement, on n'a pas vraiment de consensus encore sur les études actuelles. C'est ça qu'il faut aussi noter. C'est qu'on a de plus en plus d'études qui commencent à être sérieuses sur le télétravail, mais qui aujourd'hui dessinent en fait plusieurs scénarios et qui insistent en fait sur le fait que l'intelligence artificielle aujourd'hui, c'est un outil. Et qu'en fait, il convient davantage de s'en saisir et d'en définir les usages, justement, pour, si possible, faire advenir, entre guillemets, ses côtés positifs et éviter, si possible, l'aspect néfaste qui peuvent être évoqués. Donc ça va être la philosophie de ce webinaire, de dire finalement, l'intelligence artificielle, c'est avant tout un outil et il convient d'en définir les usages, notamment par le biais du dialogue social. Alors après, quand on parle d'intelligence artificielle, et notamment dans son application au travail, ce qu'il faut aussi avoir en tête, finalement, c'est qu'on parle de beaucoup de choses extrêmement variées. Là, d'ailleurs, on vous présente ici une liste, entre guillemets, de différents types d'intelligence artificielle et de leurs applications. C'est loin d'être exhaustif. Et on peut aussi avoir des solutions qui peuvent être en hybride, mixtes, finalement. Voilà, donc là, c'est juste pour vous donner quelques grandes catégories. Quand on parle d'intelligence artificielle, on pense notamment à l'IA générative, donc c'est-à-dire tout simplement un outil qui permet de générer du contenu, que ce soit du son, de l'image, de la vidéo, par exemple.
Vous avez également les IA à base de LLM, comme on dit. Donc, en fait, c'est des outils conversationnels qui comprennent de manière très poussée le langage humain, le langage naturel, et qui permet également de fournir des réponses, là aussi, de manière extrêmement rédigée. Donc ça, bon, on s'en sert notamment dans le cadre de la traduction ou de la recherche documentaire, par exemple. Et après, vous avez aussi d'autres outils plus spécifiques. Donc, ce qu'on va appeler, par exemple, l'IA faible ou étroite. Ça va être, par exemple, des modèles d'IA qui vont être utilisés sur des fonctions extrêmement précises, comme par exemple la surveillance de transactions bancaires, l'analyse d'images médicales. Et là, vous voyez, quand je vous parlais d'outils hybrides, typiquement, une des choses aussi dont on entend beaucoup parler en termes d'IA au travail, c'est ce qu'on appelle les agents conversationnels, hein, l'agentique. Typiquement, ça, c'est quelque chose d'un peu hybride entre l'IA basée sur le LLM et l'IA faible. C'est en fait tout simplement une IA, souvent sur la base du LLM, qu'on va paramétrer pour réduire en fait sa capacité de réflexion et de réponse sur certains sujets précis, comme par exemple réaliser un chatbot sur le service client ou un chatbot qui viendrait répondre uniquement à des questions en lien avec les ressources humaines. Et puis après, par exemple, vous avez également de l'IA prédictive où là, on va avoir un modèle qui, sur la base en fait, de grosses bases de données, va prévenir l'utilisateur, typiquement, va essayer de le prévenir à l'avance, de réaliser certaines actions de maintenance, par exemple, ou de prévenir certains diagnostics médicaux dans les types d'usages. Donc, en fait, l'intelligence artificielle, aujourd'hui, elle revêt énormément de formes. Là, on ne vous en présente qu'une toute petite partie. Mais ce qu'il faut aussi avoir en tête, c'est que l'IA, c'est une technologie et que nous, dans la suite de la présentation, on va souvent parler d'outils IA ou de SIA pour système d'IA parce que finalement, dans les entreprises, c'est la concrétisation de cette technologie qui va prendre la forme d'outils spécifiques qui vont s'implémenter. Et alors après, sur le sujet en tant que tel, comme l'a dit Rodolphe, c'est vrai que c'est quelque chose qui est très à la mode aussi en ce moment, parce qu'on a une multiplication finalement des projets aujourd'hui d'introduction d'intelligence artificielle dans les entreprises. Et surtout, finalement, l'intelligence artificielle et les outils basés dessus ont des impacts potentiels en fait extrêmement transverses. C'est vrai qu'aujourd'hui, finalement, quand on parle d'intelligence artificielle dans une entreprise, on peut avoir des impacts à la fois sur le modèle économique de l'entreprise, mais également sur l'organisation et les conditions de travail, les compétences déployées par les salariés, notamment pour utiliser l'outil, les métiers. Également l'environnement sous la forme de l'écologie. C'est-à-dire qu'en effet, quand on implémente des systèmes d'IA, forcément, on va augmenter pour l'entreprise sa consommation de ressources électriques, en eau, mais également ses émissions de gaz à effet de serre, par exemple. Et donc, finalement, tous ces sujets, aujourd'hui, mériteraient quasiment une présentation comme on est en train de faire aujourd'hui. Voilà. Les impacts aujourd'hui de l'intelligence artificielle dans le monde du travail, dans les entreprises, les impacts potentiels sont extrêmement variés. Donc, nous, aujourd'hui, on va se concentrer sur les impacts au regard des conditions de travail. Tout simplement, c'est pour nous un des sujets majeurs vis-à-vis du dialogue social concernant l'introduction de ces outils-là, à notre sens. Et en plus, et ça c'est ce que vous voyez en fait en bas de cette slide, c'est qu'à notre sens, en fait, dès lors qu'on introduit un outil de SIA, on peut imaginer au niveau de ses conséquences sociales, donc vis-à-vis des salariés, des conséquences en cascade. C'est-à-dire que pour nous, dès lors qu'on implémente un outil de SIA, les premières conséquences, du moins visibles, vont concerner les conditions de travail parce que l'outil va venir chambouler les manières de travailler, va avoir des impacts sur les tâches finalement et les process en entreprise. Et c'est éventuellement ces conséquences qui après amèneront des impacts sur les compétences que les salariés devront déployer ou obtenir pour utiliser correctement ces outils. Les évolutions sur ces compétences amèneront des évolutions sur les métiers. On pourra avoir une redéfinition de certains métiers, plus ou moins importante, en fonction justement des tâches, de l'automatisation des tâches associées à la mise en place de l'IA. Et puis après, on aura éventuellement des impacts sur l'emploi. Mais donc nous, comme on est aujourd'hui finalement plutôt quand même au début de l'implémentation des outils IA en entreprise, on va se focaliser finalement sur les premiers impacts perceptibles qui concernent les conditions de travail.
Je vais laisser maintenant la parole à Julie pour la suite de la présentation. Merci Donatien, bonjour à toutes et tous. Le premier sujet qu'on souhaitait partager avec vous justement sur ces impacts sur les conditions de travail, c'est qu'effectivement les nouveaux outils à disposition qui s'appuient sur de l'IA sont pour la plupart présentés par les directions d'entreprise comme d'une grande facilité d'usage. Hein. Et cette facilité d'usage, elle masque souvent une autre réalité qui est que alors, évidemment, il peut y avoir des effets assez positifs. Hein. Je lisais dans le chat des remarques qui étaient faites par les personnes qui nous suivent. Effectivement, le premier des éléments positifs, c'est peut-être que l'IA peut permettre de limiter ou supprimer des activités dites à faible valeur ajoutée en automatisant certaines tâches. Mais les effets induits sont que ça conduit à une transformation des métiers. Cette transformation, elle pourrait être tout à fait positive, mais ce que l'on commence à observer dans les entreprises où cette IA se met en place, c'est qu'effectivement, ça concentre sur les salariés des tâches plus complexes, avec peut-être un petit peu moins de possibilité de se reposer sur des tâches plus simples, qui sont moins coûteuses du point de vue cognitif. Et puis surtout, ce que l'on observe, c'est que parmi les effets induits plus négatifs, les gains de productivité qui sont attendus par l'utilisation de cet outil conduit surtout à une densification du travail, c'est-à-dire que dans le même temps, on va demander plus d'activités, plus de tâches, et que donc ça peut augmenter la charge de travail, notamment la charge mentale des salariés qui l'utilisent. Et donc, effectivement, cela peut conduire à des risques professionnels, notamment psychosociaux. On aura l'occasion probablement d'en rediscuter dans les débats, mais parmi les facteurs que l'on peut observer, on identifie donc pour certains une perte de sens, une dépossession des compétences et de façon plus générale des inquiétudes en lien avec la surveillance algorithmique. Pour nous, il est important d'avoir à l'esprit que les organisations de travail peuvent être modifiées à l'occasion de l'introduction d'un outil d'IA et qu'il est nécessaire de regarder les effets sur les métiers, qu'ils soient positifs ou plus négatifs, parce que cette utilisation peut être porteuse de risques professionnels, notamment psychosociaux. Alors, si on regarde un petit peu les effets potentiels de ce déploiement, donc je le disais, il peut y avoir des effets très positifs, mais ce que l'on peut constater, c'est qu'effectivement, il y a des effets sur les conditions de travail au sens large, c'est-à-dire à entendre comme toutes les conditions dans lesquelles le travail est réalisé, qu'il s'agisse des conditions matérielles, organisationnelles, relationnelles. On voit malheureusement dans les entreprises des suppressions de postes qui sont justifiées par l'utilisation de l'IA, alors d'ailleurs réelles ou fantasmées, mais en tout cas on a des réorganisations qui se produisent avec des effets sur une réduction des effectifs. Et puis par ailleurs, on peut également observer que cette transformation vers l'utilisation de l'IA, elle se fait pour certains à marche forcée, avec potentiellement une mise à l'écart du personnel qui ne souhaiterait pas ou ne pourrait pas s'adapter à ces nouvelles formes de réalisation du travail avec l'IA, notamment dans des tests de recrutement où on va proposer effectivement l'utilisation de certains outils de manière à voir si les candidats sont déjà plutôt appétents à l'utilisation de ces technologies. On peut anticiper, en tout cas nous on propose que le CSE soit vigilant, notamment en identifiant tous les postes qui pourraient être exposés à cette fameuse automatisation, ou en tout cas ce traitement par l'IA, dans la perspective de regarder quels sont les effets sur la charge de travail, donc de pouvoir la mesurer avant et après utilisation de l'IA, avec un suivi au long cours, puisque on sait que les effets ne seront pas forcément produits immédiatement. Donc, il nous paraît nécessaire de pouvoir suivre les effectifs, encore une fois, dans l'idée d'observer s'il y a des effets sur les effectifs en entreprise, si l'IA conduit à des suppressions de postes.
Donatien en reparlera dans quelques instants. C'est aussi tout l'enjeu de vérifier que le CSE peut continuer à être informé et ou consulté dans les phases à suivre, notamment en prévoyant des clauses de révision. Alors, si les gains dépassent les projections, mais pas uniquement. Et puis, ça peut être aussi pour le CSE une vigilance à avoir si effectivement les conditions de travail venaient à être dégradées en lien avec cette utilisation des systèmes d'IA qui pourraient constituer un risque grave pour la santé du personnel. Aujourd'hui, le cadre légal prévoit que le CSE est informé dès lors qu'il y a un changement important dans l'organisation et les conditions de travail et prévoit l'introduction de nouvelles technologies. Donc, le CSE est bien informé, consulté, devrait en tout cas l'être lorsqu'il y a des projets de déploiement de l'IA. Ce qui permet d'ailleurs au CSE de pouvoir être accompagné par un expert certifié dans ce cadre-là. Je vais y revenir dans un instant, à condition qu'il y ait bien ce projet important ou cette introduction de nouvelles technologies qui pèsent sur les conditions de travail. C'est toujours une condition sine qua non. Il est important également de noter que le management algorithmique, c'est le sens de l'article L2312-38 du Code du travail, conduit également le CSE à devoir être informé préalablement à l'utilisation de méthodes ou de techniques d'aide au recrutement, de traitement automatisé de la gestion du personnel en amont de cette mise en place. Les premières jurisprudences que nous avons sur le sujet sont pour l'instant à confirmer, et en tout cas pour nous appel à la prudence. Ce que l'on peut noter, c'est qu'effectivement, suivant les juges, l'appréciation n'est pas claire sur une technologie qui, par essence, conduirait à modifier les conditions de travail. Bien sûr, la consultation du CSE reste nécessaire et indispensable. La direction ne peut pas refuser une information consultation demandée par un CSE. C'était le sens de cette décision de juillet 25, mais on a néanmoins certaines décisions qui nous conduisent à penser que effectivement cette notion de projet important au sens de la mise en place de ce système d'information, de ce système d'intelligence artificielle mérite d'avoir des impacts importants sur les conditions de travail, doit continuer à perdurer pour que le recours à experts puisse se faire. Ce cadre légal aujourd'hui qui permet au CSE d'être informé, consulté, c'est une période qui est assez réduite. Vous le voyez sur le petit schéma dans la case violette au centre de la frise. C'est au moment du déploiement initial que le CSE est très souvent informé, consulté, avec un délai d'1 mois, pouvant aller jusqu'à 2 mois lorsqu'il y a intervention d'un expert. Mais ce que l'on peut constater, c'est que le CSE n'est souvent pas associé et encore moins consulté sur les phases amont qui peuvent pourtant être déterminantes sur la suite de ce qui va se déployer dans l'entreprise, puisqu'il peut y avoir des choix très structurants dans les phases amont. De la même manière, nous pouvons observer que sur les changements successifs qui interviendront à l'issue de la mise en place du projet, le CSE est rarement informé, consulté. Et ce que l'on constate, c'est que l'employeur déploie parfois des versions évoluées de cet outil d'IA sans déclencher de nouvelles informations, consultations. Et par ailleurs, un des points de vigilance majeurs pour nous consiste à rappeler qu'il est nécessaire de disposer des bons interlocuteurs lors de la présentation du projet. Lorsque c'est le DRH qui vient présenter l'outil sans avoir de connaissances techniques à partager avec l'instance, ni sur les effets potentiels sur l'organisation et les conditions de travail, c'est évidemment au détriment du dialogue social. Ça, excuse-moi, Julie, je me permets de Oui. rebondir là-dessus. Le casting, effectivement, le casting dont tu parles est vraiment super important. On le verra notamment avec le témoignage de Mathieu et de Rodolphe pour que la mayonnaise prenne l'importance du casting, quoi. C'est vraiment fondamental.
Au-delà des bons interlocuteurs, vous l'aurez compris, ce timing du cadre légal actuel nous semble un peu limitant. On vous présente dans la frise du bas une solution qui serait pour nous plus adéquate et qui correspond d'ailleurs au cadre légal de l'information consultation dite complexe. C'est-à-dire que dès lors qu'il y a des décisions échelonnées dans le temps, le CSE doit être informé et consulté avant la mise en œuvre de chacune des étapes. Donc, on a essayé de représenter ce que pourrait être une information consultation qui serait plus en faveur justement d'une adéquation entre le moment où les élus sont amenés à se prononcer et les différentes phases de déploiement de ces outils. Pour terminer sur les points de vigilance qu'on souhaitait partager avec vous, ce que l'on peut retenir de ces informations, consultations et de ce déploiement de systèmes d'intelligence artificielle, c'est qu'il est nécessaire de regarder de façon systémique sur l'ensemble des sujets, comme l'évoquait Donatien, que traversent ces déploiements de SIA. Bien évidemment qu'il y a une première expertise technique à avoir pour comprendre les architectures, les différents outils qui sont mis à disposition des salariés et de façon plus globale, les algorithmes qu'il y a derrière. Il est nécessaire également, vous l'aurez compris, de pouvoir faire une analyse organisationnelle en profondeur qui permette d'évaluer à la fois la charge de travail, les risques potentiels induits et les transformations des métiers que le déploiement de ces outils peut entraîner. Du point de vue juridique, il est également nécessaire de regarder si les conditions de déploiement correspondent bien au cadre légal en place, qu'il s'agisse du droit du travail, du RGPD ou du RIA européen. On y reviendra dans quelques instants. Et encore une fois, le CSE doit pouvoir disposer de cette vision globale qui est rarement présentée en première instance par les directions lors de l'ouverture de l'information consultation et qui permettent aux élus d'avoir une vision systémique sur l'ensemble des enjeux qui peuvent être soulevés à l'occasion de l'utilisation de ces outils. Et enfin, il est nécessaire de pouvoir se préparer à la négociation pour anticiper les changements à venir. Voilà, j'en ai terminé de notre première partie de présentation avec Donatien. Merci beaucoup, Julie. Alors, là, je le reprécise, alors c'est pas forcément évident en termes d'ergonomie, mais la présentation, la présentation complète de Tandem Expertise, elle est téléchargeable avec un petit bouton que vous avez en haut à droite de la fenêtre du doc. Si vous la voyez, c'est un petit nuage ou je sais pas quoi. Enfin, c'est pas forcément super ergonomique, mais vous pouvez télécharger. De toute façon, vous la recevrez par ailleurs. Voilà. Donc, je retire le média. Hop, et on le reprendra avec Donatien après avoir entendu Rodolphe et Mathieu. Et on va commencer avec toi, Rodolphe. Ça va permettre de faire le lien avec ce que Julie nous a un peu mis en perspective. Et donc Radio France, donc, le contexte, c'est qu'à l'automne 2025, enfin en septembre 2025, la direction vous présente une douzaine de projets IA. Et à partir, enfin, ou 12, enfin, un certain nombre de projets IA, beaucoup. Et à partir de là, vous êtes rentré dans une logique de dire, on va négocier un accord, on va rentrer dans un accord de méthode à durée déterminée, et pour cadrer un peu le processus d'information consultation sur le sujet. Donc, Rodolphe, donc, tu es le secrétaire du CSE. Et de Radio France. Donc, comment s'est passé là, on le voit beaucoup, il y a beaucoup d'accords de méthode c'est quand même quelque part quelque chose, on pourrait penser que ça s'impose. En quoi l'accord de méthode s'est imposé pour vous et qu'est-ce qu'on y trouve? À toi. Merci Rodolphe, bonjour à toutes, bonjour à tous. Oui, effectivement, pour illustrer un peu ce qui vient d'être dit par le cabinet Tandem de manière concrète en ce qui concerne Radio France, ça faisait évidemment déjà plusieurs mois qu'on s'interrogeait un peu sur des expérimentations dont on avait plus ou moins connaissance. On s'interrogeait sur la manière dont on pourrait les suivre et en mesurer évidemment les conséquences.
Pour répondre à la question que tu viens de poser, Rodolphe, un petit historique, mais très rapide concernant ce qui s'est passé dans l'entreprise. Ça a vraiment commencé l'an dernier, juste avant l'été, quand la direction a décidé d'inscrire à l'ordre du jour d'un CSE central un point d'information en vue de la consultation sur le projet de méthodologie sur les expérimentations et le déploiement IA. Nous, ça faisait déjà quelques mois qu'on disait il faut qu'on trouve quelque chose à mettre en place pour nous permettre de suivre le mieux possible le déploiement de l'IA dans l'entreprise à différents niveaux. Et la direction, avant l'été, donc de manière un peu précipitée, puisqu'elle a ouvert l'information en juin et la consultation en septembre, et consulter pendant la période estivale, c'est peut-être pas le moment le plus facile. On avait demandé un report à la rentrée, ça n'a pas été accepté parce qu'il y avait déjà un projet concret qui arrivait derrière, qui nécessitait une information consultation. Et donc là, à l'occasion de cette première demande de la direction, nous, on commence à avoir un certain nombre d'interrogations. Et c'est là que la direction nous dit, alors 12, c'est peut-être un peu exagéré ce que tu viens de dire, mais on était entre, sur l'année à venir, 5 et 9 projets importants qui nécessiteraient information, consultation. Déjà, entre 5 et 9, c'est assez vague. La direction elle-même ne savait pas quelles seraient les expérimentations qui iraient au bout et celles qui seraient abandonnées, mais on s'est dit, même entre 5 et 9, ça commence à être un chantier important. Et nos interrogations étaient de savoir ce que l'on pouvait mettre en place pour éviter de passer à côté de sujets qu'on pourrait considérer comme assez mineurs dans sa toute première présentation ou expérimentation avec des petits impacts, mais qui pourraient très rapidement, au travers de son développement et de nouvelles fonctionnalités, devenir quelque chose avec des conséquences plus lourdes et un sujet majeur. Ça, c'est une de nos préoccupations. Et puis, comment s'assurer que l'on dispose bien de toutes les informations pour évaluer la nécessité de passer ça en instance et de quelle manière ça doit être présenté en instance. C'est là qu'on a commencé à discuter avec la direction en essayant de proposer, dans un premier temps, un accord de méthode qui, en fait, s'est transformé en accord tripartite, qui a été signé en octobre 25, donc l'année dernière, entre la direction de Radio France, le CSE et le cabinet d'expertise que l'on avait retenu, donc le cabinet Tandem. L'objet était évidemment d'assister le CSE dans le déploiement de ces différents outils sur une période déterminée, pour que l'expert soit à nos côtés sur un accompagnement qui porte à la fois sur chacun des projets qui seront présentés à l'information ou à l'information consultation du CSE central, mais également proposer une vision un peu d'ensemble. C'est ne pas empiler des projets comme ça, mais se servir aussi du travail qui est fait sur chacun des projets pour avoir une vision d'ensemble de l'impact de l'intelligence artificielle au niveau de l'entreprise. Ça, c'est un travail que l'on attendait également de la part du cabinet, qu'on puisse avoir ce complément et cette lecture aussi un peu globale au travers de ces différentes missions qui vont s'enchaîner. Donc concrètement, l'accord de méthode, qui est l'accord tripartite, prévoit l'accompagnement en instance, donc CSE, et en commission CSSCT, et également la mise en place d'une commission de suivi sur l'IA, à laquelle nous avons souhaité que le cabinet puisse également participer. La durée a été mise en place pour une durée d'1 an, j'allais dire une année radiophonique, une année scolaire, de septembre à juin 2026, avec l'engagement de réaliser des expertises sur les projets. Un nombre maximum a été fixé pour rassurer la direction sur ce que ça allait pouvoir leur coûter à terme, à la fois sur le nombre de jours pour les participations aux commissions et aux instances, nombre de jours également sur l'ensemble de la mission, avec un plafond sur la totalité. Voilà un peu comment on a monté le projet. Merci Rodolphe, et de préciser, effectivement, moi je parlais d'accord de méthode, effectivement c'est plus précis que ça, c'est un accord tripartite qui syndicat ou CSE? Non, CSE. CSE, direction et le cabinet Tandem Expertise. C'est vraiment intéressant à noter. Alors, par rapport au contexte que tu as présenté, OK, 7-8 projets, plusieurs projets. Qu'est-ce qui vous a fait sélectionner, par exemple, les projets sur lesquels Tandem quelles clés d'entrée vous ont permis de dire on va aller sur tel projet pour faire une mission projet important, et les clés d'identification des projets que vous avez sélectionnés? Et ça, c'est toujours une difficulté qu'on a avec la direction, mais au-delà de l'IA, pour estimer si un projet peut être considéré comme important, parce que la direction peut difficilement refuser une information consultation. En revanche, elle peut la contester, et elle peut contester le fait qu'elle soit considérée comme un projet important. Donc, on a ce problème, j'allais dire, à tout moment de l'année sur tous les sujets. Sur celui-ci,
C'était pour nous une des motivations de mettre en place une commission de suivi, d'être au plus proche de ce qui se fait et d'être le plus informé des différentes expérimentations en cours. C'est à la fois en termes de calendrier, c'est prendre connaissance suffisamment tôt des projets et les anticiper pour voir si ce projet en expérimentation, si l'expérimentation est concluante, fera l'objet d'une présentation et de quelle manière, ou également avoir déjà des billes suffisantes pour commencer à défendre la demande d'une information en consultation. Mais on est un peu tributaire des informations que donne la direction. Et en instance, on a plutôt tendance à découvrir ça de manière un peu tardive, d'où la commission de suivi que l'on voulait, tous les 2 mois, qui a pour objectif de nous faire un état des lieux des expérimentations et des déploiements en cours, et la possibilité de mettre des focus, ce que l'on fait sur certains projets, pour vraiment mesurer l'impact éventuel et la nécessité de l'informer, consulter, ou simplement de l'informer, ou de voir ce que devient le projet. Donc c'est vraiment à partir de la commission que l'on essaie d'évaluer ça avec le cabinet Tandem et de convaincre la direction et de mesurer l'importance du projet ou pas, et ses conséquences et la manière dont on va le traiter en instance. Alors, intéressant. Alors, au niveau de la commission, donc tous les 2 mois, le cabinet Tandem est partie prenante dans la commission. Et quel est le casting, sinon, au niveau de Radio France sur Alors, ça rejoint ce que vous disiez tout à l'heure sur l'importance d'avoir les bons interlocuteurs en face. Et ça nous semble peut-être plus facile de les avoir dans une commission de suivi, un peu commission de travail, plutôt que dans les instances, où dans les instances, souvent, la direction met des personnes qui doivent être ceux qui portent le projet, mais qui ne sont peut-être pas les personnes qui le travaillent au quotidien. Donc, on a insisté là-dessus, mais ça a été assez facile. Enfin, la direction a aussi tout intérêt à faire venir les personnes qui sont les plus pertinentes, parce que nous faisons venir de notre côté des experts métiers, des gens qui ont les mains dedans, des connaisseurs de l'IA. Donc, en face, il vaut mieux qu'il y ait un peu plus que la DRH de la part de la direction pour pouvoir avoir un dialogue nourri et pouvoir répondre aux différentes questions. Donc, de ce point de vue, on a plutôt les interlocuteurs assez précis avec un ordre du jour qui est travaillé en amont, ce qui permet, sur chacun des points, d'avoir les bonnes personnes des 2 côtés de la table. Si, est-ce que je crois qu'il y a une demande je pense que ça peut être intéressant de vous. Est-ce que ça peut être intéressant est-ce que tu peux nous dire le projet, a priori, il y a une première, Tandem a fait une première expertise projet important sur un projet. Si tu peux nous parler de ce projet, qu'est-ce qu'il recouvre, sans rentrer dans les détails, mais pour histoire qu'on puisse appréhender la réalité du déploiement d'une IA, c'est quand même le sujet de ce matin. Ça recouvre quoi, en gros, globalement, le projet, par exemple, concerné par le projet important? Alors, la toute première que j'évoquais qui s'est faite pendant l'été, c'était plutôt sur la méthodologie et comment on allait travailler pour la suite. Et la première véritable information consultation sur l'IA qui s'est faite, c'est sur un outil qui s'appelle Atlas, qui est un outil d'aide à la rédaction, qui sert à des journalistes et des animateurs pour rédiger des articles sur le web. Et donc, l'outil IA permet de générer des titres, et puis ce qu'on appelle des chapeaux, qui sont également des titres d'articles, plus une aide à la rédaction de l'article, et puis la conclusion de l'article. À partir de l'enregistrement d'une émission radiophonique, donc à partir d'un élément audio, il va y avoir des propositions qui vont être faites pour ensuite transcrire ça, résumer et passer d'un mode audio à une écriture web. Et donc, mais là, les paramétrages sont assez… les prompts, les salariés n'ont pas la main sur les prompts. Ils sont intégrés d'office, et ce sont des propositions qui sont faites par l'outil. Et l'utilisateur peut choisir entre 3 ou 4 titres, et ainsi de suite, pour rédiger l'article. Et voilà, la première information consultation, elle était sur cette partie-là, qui est une aide à la rédaction. Ok. Je réponds vite fait. Là, il y a Frédéric qui est dans le chat là, par rapport au côté, justement, ça change la donne. L'IA, potentiellement, le travail de l'expert, et Donatien et Julie, si vous voulez rebondir là-dessus, c'est que justement, là, on est dans le fait que le cabinet soit présent dans la commission de suivi, etc., on est vraiment dans une logique. Est-ce que tu peux l'étayer, ça? Une logique d'appropriation, ce n'est pas simplement le cabinet qui va vous rendre un rapport d'expertise et ensuite à vous de vous tripatouiller avec pour en faire quelque chose. On est dans une logique incrémentale par rapport à l'expert. On est plus qui contribue à l'appropriation par les élus de cet apport externe. Est-ce que je suis clair dans ce que je dis?
Pour nous, c'est important, évidemment, que le cabinet soit présent, mais qu'il ne soit pas uniquement présent pour écouter nos échanges, mais qu'il soit vraiment partie prenante, qu'il participe aux échanges, qui est un peu nouveau parfois aussi, effectivement, pour la direction, pour qu'il puisse ensuite nous guider au mieux, nous rédiger des notes d'accompagnement, mais il participe vraiment à l'échange autour de la table, comme les autres participants élus qui sont là face à la direction. Plutôt que de prendre connaissance de documents, ensuite de les analyser et de passer par une expertise qui se fait lorsque le projet important est mis en information-consultation. Mais là, dans la commission, c'est vraiment être dans l'instant et que le cabinet d'expertise puisse réagir et rebondir pendant les échanges plutôt que de faire une analyse a posteriori, comme c'est souvent le cas. Alors, tu en as un peu parlé justement de l'intérêt d'avoir une commission de suivi. C'est votre rapport par rapport à l'expérimentation. Ce n'est pas forcément nécessairement une information consultation à chaque expérimentation. C'est quoi le côté, c'est ce qu'on a cadré ensemble, tu me disais, le sujet, c'est de ne pas arriver trop tôt ou pas arriver trop tard, hein, le curseur, et en quoi la commission permet d'appréhender ça, justement. Voilà, c'est là qu'on demande où on en est de chacun des projets, à quelle phase, et à quel moment on estime qu'il faut commencer à informer l'instance, effectivement. Il y a une expérimentation, il y a des bêta-testeurs qui sont sur un sujet, il y a une analyse qui est faite ensuite de cela, et là est décidé de poursuivre ou d'abandonner le projet. Donc, ça arrivera en instance après cette étape. En revanche, en commission, on en parle dès la mise en place de la première expérimentation, de la recherche de bêta-testeurs. Donc, ce qui permet pour nous d'anticiper quand même et d'être beaucoup plus informés en amont des sujets que lorsqu'on est juste sur une information-consultation où la direction a déjà décidé de valider une expérimentation qui a été faite et donc de la déployer dans l'entreprise. Et là, on découvre le projet un peu tardivement, etc. L'avantage de la commission, c'est d'essayer d'être plus en amont sur les sujets. OK. Alors, depuis que vous avez engagé cet accord tripartite, on n'est pas au bout des 1 an, hein, et il y a de nouveaux projets qui sont arrivés. Donc, ça pose la question des conditions de revoyure. En gros, en quoi cet accord tripartite, il est déjà, entre guillemets, caduc. En quoi, puisque de nouveaux projets arrivent, comment potentiellement vous allez les intégrer, et la continuité de la démarche, parce que comme je le précisais, cet accord, il a durée déterminée. Donc, et la logique de l'IA chez Radio France, elle n'est pas à durée déterminée. Donc, pour nous, pour l'instant, le projet, l'accord est toujours en cours puisque c'est jusqu'à juin. Donc, tous les projets qui arrivent jusqu'au mois de juin sont couverts par cette mise en place et donc pourront bénéficier de l'accompagnement du cabinet à la fois dans la commission, mais aussi surtout au travers d'une information-consultation. Alors, ce qui nous interroge, c'est que depuis qu'on a mis cela en place, ce que je disais au début sur les 5 à 9 projets, pour l'instant, on est toujours à un projet et il y en a un deuxième qui arrive. Est-ce que c'est un danger de mettre en place un accompagnement sur la durée qui fait que la direction essaie de minimiser les sujets et de ne plus les passer en information-consultation? C'est une de nos interrogations. Est-ce que c'est la lourdeur des informations-consultation, et certains l'ont un peu découvert là au niveau de la direction lorsqu'on l'a mise en place pour le sujet que j'évoquais. Cette lourdeur fait qu'ils se disent on ne va peut-être pas le faire 5 ou 9 fois dans l'année parce que c'est vraiment quelque chose de lourd. C'est comme ce que montrait tout à l'heure Julie, qui me semblait assez intéressant sur l'idée d'une information-consultation pour ce qui serait nommé un projet complexe, mais qui est quand même quelque chose qui a l'air assez lourd pour les élus. Et si ça se multiplie par 5 ou 9 sur une saison, ça devient quand même quelque chose d'assez gigantesque. Donc, on est toujours sur cette difficulté qui est de ne pas passer à côté du sujet, de pouvoir mesurer les impacts sur les conditions de travail, la santé des salariés suffisamment en amont et se projeter un peu sur ce que l'outil qui nous est présenté à un instant T sera quelques mois plus tard, parce que là, on est sur des outils qui évoluent beaucoup avec de nouvelles fonctionnalités. Et c'est aussi une vraie difficulté, c'est qu'au moment où on est informé, consulté, on a à peu près une photographie de ce qui se fait aujourd'hui, mais ça va très vite évoluer. Et après, nous, une fois que la consultation est passée, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on devient? Ce qui rejoint un petit peu ce que tu dis aussi sur l'accord qui est en place tripartite. Jusqu'à juin, on va l'avoir. Nous, on n'a pas mis en place de clause de revoyure, ce qui est peut-être une erreur. On ne voit pas comment on pourrait se dispenser d'un accompagnement pour la suite, parce que tous les projets ne vont pas s'arrêter au mois de juin, bien au contraire. C'est effectivement une interrogation qui va se poser très vite. C'est à la fois comment suivre les projets qui sont déjà déployés, comment les suivre dans la durée,
et que mettre en place pour ensuite les suivre après juin, puisque notre accord sera tombé. Est-ce qu'il faut passer par des accords de ce type ? Est-ce qu'il faut, comme c'est le cas pour les informations consultations obligatoires sur les orientations stratégiques, sur les budgets et sur la politique sociale, avoir quelque chose ? Est-ce que l'IA doit devenir une information consultation obligatoire aussi, vu l'importance que ça va prendre dans les entreprises ? Est-ce qu'au contraire, l'IA doit être intégrée dans ces 3 consultations obligatoires dans l'année ? En tous les cas, nous, le constat qu'on fait, c'est que le système un peu archaïque de l'information consultation semble aujourd'hui dépassé ou inadapté pour certains projets, notamment des projets aussi évolutifs que ceux de l'IA. Ouais, clair. Ok, merci à toi. Est-ce que tu peux nous en dire, alors très rapidement, mais s'il n'y a pas eu de communication en interne, ce n'est pas la peine, mais si vous avez peut-être comment le dire, c'est pourtant simple. Non, de quoi, qu'est-ce qui transpire de la première expertise de Tandem sur le projet opérationnel dont tu as parlé en termes de conditions de travail, puisque c'est juste ce matin. Est-ce que tu peux en parler? Si vous n'en avez pas parlé déjà en interne, c'est mal à peine, mais… En termes de communication, tu veux dire Non, mais le rapport, il a été remis. La première expertise oui. sur le projet dont tu as parlé par rapport à l'audio, la conversion. Qu'est-ce qui ressort du rapport? Oui, très rapidement, mais si tu peux nous en dire quelques mots, vu que c'est le… C'est un projet qui, c'est ce que je disais tout à l'heure, sur comment ne pas sous-évaluer ou surévaluer un projet. Et là, on était sur quelque chose qui était assez mineur en l'état, mais qui pourrait très vite évoluer. Quand je disais donc une aide à la rédaction avec des prompts qui sont définis, donc c'est plutôt choisir entre différentes formulations, différentes propositions qui sont faites. On se dit que l'impact sur les salariés, il n'est pas si énorme que ça en l'état, sauf que la demande des salariés eux-mêmes est d'avoir davantage la main sur l'outil, de pouvoir créer leur propre prompt, etc. Et l'information consultation, elle sera passée au moment où on va peut-être ouvrir les vannes et donner plus de possibilités, ce qui à la fois peut répondre à une demande, mais peut aussi générer d'autres difficultés. Donc là, c'était plutôt une mise en garde dans ce qui ressort sur ce que pourrait devenir l'outil plus tard, et puis toujours sur ceux qui l'utilisent, ceux qui ne l'utilisent pas, parce que ça aussi, c'est un sujet. Les expérimentations se font sur la base du volontariat, ce qui pose quand même un certain nombre de questions, à la fois sur la manière dont on choisit les soi-disant volontaires, enfin, ce qui sont bien toujours tous volontaires dans certains services, et puis la différence que ça va créer entre ceux qui ont été volontaires sur une expérimentation plus ou moins longue, ceux qui ne l'ont pas été au moment du déploiement, où certains peuvent rester de côté. Donc voilà, c'est plutôt des mises en garde et des points de vigilance par rapport à l'outil aujourd'hui et surtout ce qu'il pourra générer demain. Ok, super. Merci à toi. Un dernier mot peut-être par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure aussi sur les points positifs ou négatifs et à la fois le sens au travail et les tâches à valeur ajoutée ou non valeur ajoutée. On peut confier à l'IA des tâches qui ne sont pas les plus gratifiantes pour les salariés, mais l'IA peut aussi générer des tâches qui ne sont pas les plus gratifiantes pour le salarié. Juste un exemple, on a un autre outil qui travaille sur le pluralisme, et en ce moment, pendant la période des élections municipales, il y a un outil qui a été mis en place pour mesurer les temps de parole, ce qui est une obligation au point de vue de l'Arcom de la part de Radio France. Elle a cette obligation de préciser les temps de parole sur les différentes tendances politiques, et c'est toujours un exercice assez fastidieux, même très fastidieux, de mesurer pour chacune des antennes de l'entreprise les temps de parole accordés aux uns et aux autres. Un outil faisant ça, on peut se dire que ça peut être quelque chose d'assez bénéfique parce que on va se débarrasser de cette tâche, sauf qu'aujourd'hui, en l'état, il y a un travail de contrôle des données qui sont fournies par l'IA sur cette mesure, qui doit être fait manuellement par des personnels. Et ça, c'est à la fois très lourd et très fastidieux. Et ça n'avait pas vraiment été présenté au moment où on était sur le déploiement de l'outil. C'est-à-dire qu'au moment où l'outil se met en place, on voit qu'il est nécessaire et indispensable de passer derrière, entre guillemets, d'avoir un contrôle humain qui est fait, et qui là est vraiment pas une tâche qui est une tâche à la fois nouvelle pour le salarié aussi par rapport à ce que disait Julie, et qui n'est pas la tâche la plus gratifiante et intéressante. Ok, merci beaucoup Rodolphe de ton témoignage. Julie, si tu veux rebondir, n'hésite pas. Sinon,
quand tu le sens. Et donc, je passe la parole à Mathieu Trubert. Donc, Mathieu, toi, tu es membre du collectif, je le rappelle, collectif numérique de l'UGIT CGT et représentant syndical chez Microsoft. Et donc, on va commencer ton intervention sur le... Tu es partie prenante, toi, tu as été partie prenante dans le projet. Je vais mettre le lien tout de suite. Le projet que je trouve... excusez-moi, je vais vous le partager, promouvoir sur scène. Tu as été UGIT CGT, vous avez été partie prenante du projet Dialia dont j'ai parlé en introduction. Là, donc, là, je vous ai mis le lien vers la ressource, qui est un framework, un framework un peu du cadre du dialogue social qui serait susceptible d'être posé, réinventé à la faveur des projets sous IA et qui décline aussi, qui découle d'un projet qui a été plus global, enfin européen, qui est Sequoia Deal, ou un projet européen, c'est une déclinaison. Et donc, déjà, commençons avec toi sur le côté, l'importance peut-être pour toi d'avoir le côté un cadre méthodologique, avec un projet comme Dialia et un peu ce que ça peut permettre en quoi ça peut permettre d'avancer. À toi. Bon, chronologiquement, on va remonter déjà à juin 2020 avec un accord cadre européen sur la transformation numérique du travail, puisqu'il faut, même s'il y a ces spécificités, effectivement, il faut ne pas oublier de la réinscrire dans la transformation numérique du travail. Et on s'est rendu compte que, nous en 2018, on avait organisé une conférence sur l'IA, mais à cette époque-là, l'IA générative n'est pas encore la tête de gondole. Et dans cette période de temps, on se rend compte qu'il y a très peu de textes qui parlent de l'IA et du travail. Et puis, les choses progressent assez peu sur le sujet, en tout cas au niveau national. Et puis, l'ANACT procède à un appel à manifestation d'intérêt sur la question du dialogue social technologique dans le cadre de l'IA, auquel répond l'IRES, et avec la participation intersyndicale, y compris de l'UDP, pour traiter du sujet. Et l'idée, c'était effectivement de pouvoir répondre, je vulgarise et je simplifie évidemment dans le temps imparti, les lacunes, les contraintes et les impasses du processus d'information-consultation, tel que donc défini par le 2312-8, et de pouvoir justement développer ce qui avait été élaboré de manière assez succincte dans cet accord cadre européen, avec tout un cadre, une boîte à outils, un cadre de travail, un framework, sur effectivement la question du dialogue social et de l'intelligence artificielle en entreprise. Entendu. Et alors, à partir de ce cadre, parce qu'on le voit, est-ce qu'on pourrait aller vers une forme d'ANI, accord national interprofessionnel IA, ou des accords de branche IA? Est-ce que ça, tu le vois, ce genre de choses arriver? Alors, avec le recul de quelques années, clairement non, parce que, bon, comme je dis souvent, pour danser, il faut être deux. Aujourd'hui, dans les différents contextes où on a pu élaborer cette question de l'évolution du dialogue social autour de l'intelligence artificielle, on sent clairement qu'il n'y a pas une volonté côté organisation patronale et qui va assez souvent prendre le raccourci ou mal comprendre notre approche et parler d'une approche craintive de l'IA. Craindre, c'est penser que quelqu'un ou quelque chose est nuisible ou dangereux. L'intelligence artificielle, c'est une technologie. Et là, on parle de l'intelligence artificielle au travail. Donc, de quoi on parle? On parle de transformation numérique du travail, d'organisation du travail. Donc oui, ça peut être une approche, elle est assez partagée par nombre d'organisations syndicales, d'avoir un accord national interprofessionnel, plus qu'un accord de branche, parce que l'important pour moi, de toute façon, reste la déclinaison. Mais y compris quand on signe un accord en entreprise, finalement, on a fait quoi? On n'a même pas entamé le sujet. La question, c'est comment on le fait vivre, c'est ce qui se passe après. Et donc la question, c'est si on est sur un accord de branche ou un accord national interprofessionnel, est-ce qu'on va réussir à, sans, minimiser, sans réduire la portée du texte, à embrasser l'ensemble, des situations, des cas d'usage, des scénarios, tout ce qui est envisagé et rappelé dans Dialia. Donc ça, de toute façon, ça ne remplacera jamais la déclinaison qu'on va pouvoir en faire au plus près du terrain et avec les parties prenantes idoines, comme tu le rappelais en début. Alors, Après, venons-en ça au reste une bonne sujet. chose. Moi, personnellement, enfin, très rapidement, juste pour conclure là-dessus, par rapport à l'approche aujourd'hui des organisations patronales sur cette discussion,
et qu'on retrouve aussi en Allemagne, hein, d'ailleurs, hein, c'est pas propre à la France. Je pense qu'il faut viser un petit peu plus haut et comme ça a pu être fait, a posteriori, avec le télétravail, plutôt une déclinaison, dans le code du travail et alors c'est un peu mon antienne, mais on avait des textes, les 23-23-29 et -30 qui étaient beaucoup plus adaptés en termes d'information consultation et de dialogue social technologique, aux spécificités de l'IA, qui ont malheureusement été abrogés par les ordonnances travail, mais qu'on pourrait tout à fait ressusciter. Écoute, voilà, si tu peux nous rappeler, c'est le fond de sauce de ces textes? Bah, très rapidement, c'était, quand il y a une mise en œuvre de mutations technologiques importantes et rapides, on n'est plus sur le contexte classique d'information-consultation dont les limites sont qu'il est statique a priori, à défaut d'avoir des accords, mieux-disants dans l'entreprise et donc ça indiquait qu'il fallait établir un plan d'adaptation et donc un plan transmis pour info et consultation au comité d'entreprise, en même temps que d'autres éléments d'information relatifs à l'introduction de nouvelles technologies. Et le comité d'entreprise, devait être régulièrement informé et consulté sur la mise en œuvre de ce plan. Et donc ça se prête parfaitement aux mutations rapides, qui s'inscrivent beaucoup plus dans des processus itératifs avec l'introduction de briques, d'intelligence artificielle dans le SI de l'entreprise, notamment quand on est sur, non pas introduction d'un nouveau, monolithe, mais, d'introduction de petites briques dans des briques déjà existantes, ce qui est en général les cas d'usage en entreprise. Très bien. Alors Mathieu, tu as la double casquette et là tu parlais de négocier c'est bien et après c'est comment on fait vivre. Hein. Eh ben parlons-en. Avec ta casquette Microsoft où chez Microsoft en 2023 vous avez mis en place une commission techno, je sais pas quoi, IA chez Microsoft avec la spécificité, enfin l'originalité et l'ambition de se réunir une fois par semaine, hebdomadaire, en visio. Hein. Ça, vous l'avez lancé au moment, si je ne me trompe pas, au moment de lancement de l'intégration en interne de Copilote en 2023, donc c'est il y a très longtemps, chez vous. Et résultat des cours, cette commission s'est mise en place, sauf qu'elle s'est essoufflée. Et alors, si tu peux nous raconter pourquoi elle s'est essoufflée, pourquoi elle pourrait reprendre et son intérêt quand même qui reste pour toi quand même prégnant, à toi. Donc sur la forme, c'était une commission du CSE et donc qui, on avait procédé à la mise en place du CSE assez tard, comme beaucoup d'entreprises et donc au moment où on commence à aborder, ce sujet-là, on n'avait pas envie de remettre sur la table la négociation de l'accord de mise en place et donc on s'est contenté de procéder à, un brouillon de modifications dont on reparlerait plus tard. Et sachant qu'on mettait de toute façon en test, cette proto-commission, on va l'appeler comme ça, avec un nombre de personnes, suffisantes, et extensives. Donc un certain nombre, un cœur, on va appeler ça un cœur de commission, paritaire entre, donc des représentants évidemment de la direction, principalement du pôle social et autour de ce qu'on appelle le programme management de l'IA, donc des personnes, heu, je vais faire un petit tiroir, avec notre spécificité d'avoir la dualité d'être à la fois producteur d'IA et utilisateur d'IA. Donc, cette dualité d'ailleurs, pouvant, amener à une approche gagnant-gagnante puisque, pour les forces de vente, les forces d'avant-vente et les forces d'après-vente, être confronté à des clients dans cette situation, surtout à l'aube un petit peu du dialogue social, même pas naissant autour de l'IA, c'était effectivement du gagnant-gagnant pour l'entreprise. Donc on met ça en place, et puis, en fonction dans une approche cas d'usage et une approche par les risques, heu, on avait des intervenants, supplémentaires, supplétifs, qui pouvaient intervenir en fonction du produit concerné, du cas d'usage concerné, des risques concernés et on essayait d'avoir, une approche un petit peu heuristique, itérative et d'élaguer, en fonction du risque, du cas d'usage et de la brique, de SI, dont on parlait, les différentes possibilités et tout ça sans vouloir renier effectivement les prérogatives d'information-consultation du CSE, le cas échéant. Donc tout ça, donc se met en place, fonctionne très bien. Évidemment, au début, on est sur un rythme beaucoup plus élevé, qu'au fur et à mesure où on a commencé déjà à défricher le terrain. Donc ça, c'est l'approche un peu dynamique, hein, qu'il faut avoir. Ça n'empêche pas d'avoir,
des informations consultations classiques et des expertises, le cas échéant, quand il y a vraiment des jalons importants, et notamment quand on l'introduit dans notre système. Donc là, notre casquette utilisateur dans notre dualité. Et puis après, au fur et à mesure, on pouvait réduire un petit peu cette fréquence de réunions de commission. Alors la difficulté, comme tu l'as évoqué, effectivement, à la fois donc, se baser sur des parties prenantes idoines et pertinentes, et puis cette approche qui était une approche ouais, prototypale, hein, qui n'était pas une approche au sens légal du terme, prévu par les textes, elle repose énormément sur les personnes et les volontés de ces personnes de faire fonctionner la chose. Et puis, comme dans toutes les entreprises, à un moment, il y a du turnover, donc il y a un roulement sur des personnes, notamment du côté du pôle social. Et après, on est toujours astreint aussi à ces contraintes fortes qu'on va connaître dans nombre d'entreprises. C'est que du côté pôle social, on est souvent en masse critique. Les sujets se succèdent, sont nombreux, s'empilent. Et donc, dans la marche en avant, après, voilà, ce qui était un peu plus urgent l'est un peu moins. Et puis, in fine, quand ça devient un peu moins important ou beaucoup moins urgent, forcément, la récurrence s'étiole. Alors, ça n'a pas été abandonné. On va dire que ça a été mis au frigo ou au congèle, on discutera. Mais par contre, ça revient là actuellement. Il y a une volonté de revenir là-dessus. Et de reprendre, d'entériner déjà cette approche et de la remettre en marche. Et qu'est-ce qui fait que ça pourrait revenir? Les conditions, en quoi elles ont changé pour que ça revienne? Il y a quand même une généralisation, d'introduction de briques IA dans les entreprises, même si ça peut être et surtout quand ça peut être assez discret, assez fugace et comme je le mentionnais, non pas une introduction de technologies nouvelles, mais une introduction de nouvelles technologies et d'ailleurs cette commission, on l'avait appelée comme ça, commission de nouvelles technologies, où tu vas avoir déjà des briques existantes, et tu vas y ajouter une petite brique, d'IA dans ton SI d'entreprise. Ça commence à se généraliser. On anticipe aussi, un éventuel pivot vers l'IA agentique, avec les risques associés, qu'elle peut apporter, et là non plus, c'est pas une approche craintive, hein, on examine la chose et puis on se penche dessus, on réfléchit et les risques, liés à l'agentique, ça va être davantage d'autonomie, potentiellement, toucher à une automatisation de la prescription du travail et donc quelque part à une forme de management algorithmique en fonction de comment c'est fait, comment c'est implémenté et comment ça va venir s'interfacer avec l'organisation du travail. Donc là, il est clairement temps, d'anticiper la chose à nouveau et je pense qu'effectivement, c'est le bon moment de s'y remettre et s'y OK. remettre définitivement, je croise les doigts. Mmh. OK, très bien Mathieu. Simplement avant de passer la parole à Donatien, et Julien employait le terme de solutionnisme et une approche un peu binaire, c'est on est pour, on est contre, ça va, c'est la pierre philosophale, c'est le Graal. Est-ce qu'il faut en quoi il faut sortir de ça, et sans compter qu'il y a potentiellement un risque de bulle, autour de ça, autour de l'IA? Oui. Voilà. Clairement, c'est une technologie qui, contrairement, on va dire aux têtes de gondole précédentes, hein, qu'on a pu connaître, blockchain, métavers, enfin, sauf pour le groupe Meta, mais ça, c'est une autre histoire. C'est quelque chose qui est quand même beaucoup plus coûteux à produire, beaucoup plus coûteux à exploiter, et pas coûteux que financièrement. Il y a aussi un coût environnemental associé. Donc l'idée, c'est sans même parler, hein, de risques en termes de conditions de travail. L'idée, c'est quand même de pas faire n'importe quoi, n'importe comment. Il y a pas de déterminisme technologique, on pourra débattre de la neutralité de l'outil. En attendant, la façon dont on va le mettre en place, l'utiliser, elle est pas sans conséquence. L'IA, c'est réellement, l je trouve, hein, la parfaite illustration de ce qu'est un objet, socio-technique. C'est une technologie, mais elle a un impact fort socialement et sociétalement parlant. Donc ça, c'est vraiment à prendre en considération. OK. Je me permets, est-ce que simplement préciser, ça veut toujours utile toujours de le préciser, cette nuance, c'est la question, la demande de précision de Géraldine entre nouvelles technologies et technologies nouvelles. Cette nuance, comment, si tu peux la repréciser, la recaler? Je pense simplement pour l'illustrer, si un jour l'informatique quantique arrive à maturité et qu'elle est déployée en entreprise, ce sera une introduction de technologies, nouvelles parce qu'elles n'existaient pas. L'IA, c'est quelque chose qui existe depuis 1956, on en parle
énormément depuis l'IA générative parce que c'est quelque chose que le grand public peut toucher, manipuler facilement. Et puis bon, le coup, ça s'est énormément démocratisé en termes d'accès à la technologie, mais ça n'est pas une technologie nouvelle. Donc ça, il faut aussi, par ce truchement-là, prendre garde en entreprise où on ne peut pas se contenter d'en parler une fois quand on l'a fait. Et se dire, bah, ça y est, on en a parlé une fois pour des cas d'usage différents, pour des organisations différentes, on n'en reparle plus. Non, dans la nouvelle technologie, il y a aussi ce truc-là. Ok, parfait. Parfait. Ben, merci à toi. Donc, avec Julie, on a vu un peu le cadre existant. Hein, merci, avec Julie. Ensuite, on a vu avec Rodolphe et Mathieu, concrètement sur le terrain, comment on pouvait appréhender l'exercice. Et maintenant, à toi la main, Donatien, pour nous recadrer un peu sur peut-être les perspectives à venir en termes de dialogue social en lien avec les conditions de travail. À toi. Oui, merci beaucoup. Tout à fait. En sachant que du coup, on a déjà finalement esquissé pas mal de pistes avec les 2 témoignages là, qui étaient très intéressants et quelques mises en pratique. Alors peut-être juste pour revenir très succinctement sur ce qu'a dit Mathieu, en effet, sur l'IA finalement, assez vite, dès lors que ça a été un petit peu encadré en fait, au niveau européen, notamment par le RIA et le RGPD avant lui, en fait, on a eu des réflexions au niveau, là aussi, européen, par les partenaires sociaux, hein, notamment les syndicats européens, sur finalement les enjeux que posaient les SIA, l'introduction de SIA en entreprise en termes de dialogue social. Parce que comme on l'a vu, par définition, ce sont en fait des outils extrêmement évolutifs. Alors, soit on peut, en effet, comme le disait Mathieu, les intégrer brique par brique, mais même aussi, finalement, c'est des technologies qui sont très régulièrement mises à jour, ou dont les paramètres peuvent changer aussi, être modifiés très fréquemment, très facilement. Et alors, finalement, l'une des préconisations, c'est de mettre en place un dialogue social régulier. Parce que finalement, aujourd'hui, comme on l'a vu, on a tendance à avoir une information-consultation à l'introduction de ces nouvelles technologies et plus finalement, et pas d'autres rendez-vous durant leur cycle de vie en fait, d'utilisation. Et alors ça, donc ça a été rappelé, présenté dans le cadre de trois démarches importantes. L'accord cadre européen, qu'a évoqué Mathieu, le Sequoia Deal ensuite, quelques années plus tard, qui est en fait un rapport réalisé par plusieurs syndicats européens et qui a été remis à la Commission européenne et qui proposait déjà plusieurs solutions, plusieurs outils qu'on va aborder là dans la suite de la présentation. Et le DIALIA, pour dialogue sur l'intelligence artificielle, réalisé donc par l'IRES et l'ANACT. Et d'ailleurs, par ailleurs, je signale comme ça, on a apparemment dans le chat Odile Chani, qui est chercheuse à l'IRES et qui a beaucoup travaillé sur ces questions-là. Alors, parmi les outils donc, et les éléments qui ont été mis en avant en fait, par ces travaux, pour justement finalement mettre à jour et avoir un dialogue social efficace sur la question de l'introduction des SIA. On a 4 mesures en fait, majeures qui ont été proposées. La première, c'est en fait une acculturation, une formation de l'ensemble des acteurs finalement sur l'intelligence artificielle, parce qu'on s'en rend bien compte aujourd'hui, on en parle beaucoup. Par contre, en effet, peu de personnes maîtrisent finalement, entre guillemets, les tenants et les aboutissants de ces technologies, que ce soit leur mode de fonctionnement ou justement leurs impacts, les enjeux associés. Et alors ça, c'est vrai, entre guillemets, pour les salariés, enfin une grande partie des salariés, mais c'est également vrai, bien évidemment, pour les directions, les employeurs, les managers et les représentants du personnel. Et finalement, ces populations-là, elles devraient également finalement se renseigner, s'informer et se former sur ces sujets-là, finalement pour tout simplement être pertinentes, entre guillemets, sur ces outils. Et alors après, concernant les salariés, forcément, on a une obligation, entre guillemets, de formation à l'utilisation de ces outils, tout simplement pour avoir des résultats et une performance dès lors qu'ils sont déployés dans l'entreprise. Alors après, un autre élément qui a été mis en avant par ces travaux et qui nous semble aussi très intéressant, ce serait la mise en place d'un registre des SIA. Donc en fait, ce serait une espèce de tableau qui reviendrait recenser l'ensemble
des SIA présents en entreprise et qui permettrait tout simplement d'avoir une vision pour les représentants du personnel de tout ce qui existe et ce qui est mis en place, et tout ce qui est déjà existant, et ça pourrait tout simplement être rajouté à la B2SE. Parce que le problème aussi des outils de SIA, c'est qu'on peut avoir des logiciels, entre guillemets, qui se basent uniquement sur, sur de l'IA et qui sont désignés, présentés tels quels, et puis on peut avoir dans un même logiciel, par exemple la suite Office de Microsoft, des fonctionnalités IA. Et donc, qui sont, voilà, aujourd'hui, finalement, Word, PowerPoint ont des fonctionnalités à base d'intelligence artificielle, mais ils ne sont peut-être pas forcément aujourd'hui identifiés comme des outils SIA. Et donc, cette évolution pourrait être finalement renseignée dans ce registre. Et ensuite, alors un élément majeur également qui apparaît, c'est la création d'une commission dédiée, une commission du CSE qui viendrait justement aborder les sujets en lien avec l'IA, voire même peut-être la mise en place de référents sur le sujet. Et enfin, on a également la mise en place, on pourrait appliquer la mise en place de clauses de revoyure aux consultations, et qui justement permettrait, une fois qu'on a lancé une consultation, une information consultation sur le déploiement d'un SIA, on partirait du principe que dès lors qu'elle a été ouverte, elle ne va pas se faire en une seule fois, mais elle permettrait tout simplement d'avoir des rendez-vous réguliers et une mise à jour de cette information consultation, tout au long finalement du déploiement de l'existence de cet outil. Alors, pour rentrer peut-être un peu plus dans le détail sur les deux dernières propositions, alors notamment, finalement, une des pierres angulaires aujourd'hui sur le dialogue social en lien avec les SIA, c'est finalement, à notre sens en tout cas, la mise en place d'une commission dédiée au sein du CSE, qui pourrait finalement prendre comme exemple la SSCT, qui est une commission, l'une des commissions les plus importantes du CSE, c'est-à-dire une commission qui aurait des moyens dédiés, forcément, un nombre d'élus qui participeraient, avec des heures de délégation, des formations spécifiques, justement, pour les membres de cette commission. On pourrait également aussi avoir des interlocuteurs peut-être dédiés, plus variés. C'est ce qu'on a aussi évoqué dès lors avec les deux témoignages, c'est-à-dire que cette commission, elle pourrait être l'occasion d'inviter des responsables informatiques, des responsables opérationnels également, des responsables de ressources humaines, enfin finalement beaucoup plus d'acteurs, y compris côté direction, pour avoir finalement leur point de vue et eux finalement, les impacts qu'eux estiment ou envisagent concernant un projet IA. Et puis finalement, cette commission, elle pourrait avoir de nombreuses finalement missions associées. On pourrait très bien imaginer typiquement qu'elle participe à l'élaboration de cahiers des charges dans le cadre de finalement la mise en place d'un outil IA. Elle pourrait du moins donner son avis, voire même peut-être participer à la rédaction ou à la recherche de prestataires, de solutions. Elle pourrait suivre l'ensemble des projets IA et des phases pilotes qui sont mis en place dans l'entreprise, parce que ça, en effet, c'est quelque chose qu'on constate. Finalement, aujourd'hui, on est dans une phase d'expérimentation. Et en effet, dans les entreprises, on a énormément de phases pilotes sur des petits effectifs, des départements, des services, sans forcément que le CSE soit tenu informé. Or, aujourd'hui, ce qu'a pu aussi évoquer Julie dans la première partie, c'est qu'on commence à avoir un petit peu de jurisprudence sur le sujet, et les juges de première instance ont quand même bien rappelé que le CSE doit être normalement tenu informé des phases pilotes, voire même consulté sur le sujet. Donc en fait, cette commission, elle pourrait centraliser finalement un peu toutes ces informations, tous ces suivis sur les sujets des SIA. Elle pourrait ensuite, après, remonter finalement au CSE les projets qu'elle juge les plus importants, les plus critiques. Et ça permettrait comme ça à la fois d'avoir un suivi correct dans le temps et en même temps de ne pas forcément emboliser le CSE qui, en général, peut déjà avoir des ordres du jour à rallonge
et comment dire, ne pas forcément déjà réussir à aborder tous les sujets qu'il doit traiter. Et alors après, si on veut ensuite confier des missions, encore plus de missions à cette commission, on pourrait très bien envisager, un peu sur le modèle des représentants de proximité qui existent dans le cadre de la SSCT, des référents métiers IA, par exemple, et donc, c'est-à-dire désigner, alors soit sur la base du volontariat, soit sur la base d'une désignation de cette commission, par exemple, des salariés au sein des différents métiers de l'entreprise et qui utiliseraient des outils SIA, qui seraient chargés finalement de collecter sur le terrain les ressentis des salariés, les bonnes pratiques peut-être également, ou alors les questions en termes d'usage des logiciels, et qui pourraient tout simplement les partager, les faire remonter à cette commission, et qui pourraient par exemple là statuer sur en effet des bonnes pratiques à diffuser à l'ensemble de l'entreprise, à l'ensemble du métier concerné. Très bien. Voilà. Alors après, si on part sur le deuxième finalement, le deuxième outil qui revient et qui là aussi semble extrêmement pertinent dans le cas des SIA, donc concerne les consultations et la mise en place de clauses de revoyure. Parce que comme on l'a dit, le fait est, ce n'est pas uniquement de se concentrer sur finalement l'introduction d'une nouvelle technologie, mais bien aujourd'hui dans le cas des SIA, que le CSE soit régulièrement informé et consulté finalement tout au long de la vie de ces outils. Et alors là, pour ça, donc, on pourrait envisager la mise en place de clauses de revoyure, c'est-à-dire tout simplement de conditions qui feraient que le CSE serait régulièrement informé et consulté sur le sujet, soit en instaurant par exemple une périodicité automatique, c'est-à-dire qu'on pourrait tout à fait envisager, par exemple, alors soit la création d'une consultation unique annuelle sur l'ensemble, par exemple, sur l'évolution de l'ensemble des projets d'IA, de SIA, voire même peut-être, pourquoi pas, une consultation infra-annuelle, ce qui pourrait être tous les semestres, tous les trimestres. C'est quelque chose qui pourrait être envisagé en fonction de l'importance des projets, de la taille de l'entreprise, par exemple. Et puis à ça, on pourrait aussi rajouter des clauses de revoyure en fonction tout simplement de certains événements. Alors, soit des événements externes à l'entreprise, par exemple, la mise à jour majeure d'un outil, typiquement, par exemple, Microsoft, voilà, pour prendre lui, qui annonce la mise à jour de Copilot, une grosse mise à jour de Copilot, par exemple. Est-ce que finalement, ce ne serait pas l'occasion dans l'entreprise, enfin dans toutes les entreprises qui utilisent Copilot, d'une certaine manière, de refaire une information consultation sur le sujet pour voir les impacts de cette mise à jour sur aujourd'hui l'utilisation de l'outil. Ou alors, pourquoi pas envisager une information et peut-être même une consultation dès lors que la CNIL, par exemple, fait un signalement en termes, par exemple, de fuite de données, de risque de sécurité sur la base d'un outil SIA. Et puis après, on pourrait aussi envisager des clauses de revoyure en lien avec des événements internes à l'entreprise. Donc, soit, par exemple, le nouveau développement d'outils, c'est-à-dire, en fait, les mises à jour internes, les questions, par exemple, dès lors qu'on a un nouveau paramétrage en interne d'un outil de SIA, dès lors que ce paramétrage est important, on pourrait tout à fait envisager à minima une information, voire une consultation du CSE sur le sujet. Dans le cas de signalement interne, sur des risques là aussi de sécurité ou de fuite de données, ou d'études d'impact qui auraient pu être réalisées. Et puis alors, enfin aussi, également, ça on tenait à le préciser, ça peut être aussi également intéressant que le CSE soit informé, consulté sur les rapports du DPO, donc le délégué à la protection des données, sur la collecte et le traitement des données personnelles, mais des travailleurs. Parce que là, c'est vrai qu'on parle de l'IA souvent comme un outil de travail, c'est l'IA métier, mais après, il faut aussi avoir en tête que l'IA, aujourd'hui, peut être aussi utilisée en entreprise pour la gestion des ressources humaines, typiquement, et c'est ce qu'on appelle en général le management algorithmique. Et le CSE a là aussi, est tout à fait légitime et doit être informé, consulté sur ces utilisations-là, en interne de l'IA. Et donc en bas, vous voyez ici un petit peu un exemple d'utilisation. Dès lors qu'on aurait un de ces événements-là, par exemple, qui se déclencherait, qui se réaliserait, alors on aurait à minima
l'information de la commission IA si elle existe, ou alors l'information du CSE. Et en fonction de l'importance de l'événement, de la mise à jour, on pourrait avoir une consultation dédiée sur le sujet. Alors, dès lors qu'on a présenté tous ces nouveaux outils, nous, on tenait aussi également à rappeler, et ça a d'ailleurs été dit également, plutôt dans la présentation, on le rappelle, même si vous n'avez pas ces nouveaux outils, donc c'est-à-dire de commission IA ou de clause de revoyure, vous avez déjà aujourd'hui, avec le cadre existant, des possibilités en fait, de traiter de l'IA au sein de plusieurs consultations. Alors, vous avez la possibilité d'évoquer le sujet en amont en fait, du déploiement d'un projet, donc soit dans le cadre, par exemple, des orientations stratégiques de l'entreprise, soit dans le cadre d'un projet, projet important d'introduction de nouvelles technologies. Vous pouvez également faire un suivi des outils déjà présents et de leurs impacts lors des consultations sur la situation économique et financière et lors de la consultation sur la politique sociale. Mais alors là, ce qu'il faut dans ce cas-là, c'est bien prévoir, lors du lancement de ces consultations, tout simplement de mettre l'IA et ses impacts à l'ordre du jour, tout simplement. Et après, vous pouvez ensuite également être consulté sur les conséquences, cette fois un peu plus, on va dire, délétères de l'IA, si elle se manifeste, par exemple, avec la possibilité soit de lancer un droit d'alerte économique dès lors que la santé économique et financière de votre entreprise est mise en danger, on va dire, soit tout simplement de lancer une expertise pour risque grave dès lors que, par exemple, les conditions de travail se sont beaucoup trop dégradées dans un service ou même au sein de l'entreprise en général, suite à l'introduction d'un outil du SIA. Alors après, maintenant qu'on a évoqué en effet donc, toutes ces possibilités finalement d'intervention, la question c'est de savoir finalement aussi un peu comment mettre en place finalement ces outils dans le dialogue social. Donc ça, en effet, il faut passer par la négociation en général, ce qui a déjà pu être évoqué un petit peu lors des interventions. Et alors, le meilleur véhicule finalement, enfin celui qui permet de mettre en place le plus de règles, de nouvelles règles, notamment en termes de dialogue social pour l'adapter à la mise en place de SIA, ça va être la mise en place d'un accord cadre, d'un accord de méthode ou d'un accord de dialogue social vraiment dédié au sujet des SIA. Et ça va permettre à la fois tout simplement, soit par exemple de mettre en place une commission IA, soit par exemple donc le mettre en place la commission IA, le registre de SIA, pouvoir mettre en place des clauses de revoyure, etc., tout ce qu'on s'est dit. Après, alors ensuite, à défaut de pouvoir mettre en place un tel accord, vous avez aussi la possibilité, alors c'est plus réduit, c'est plus restreint, mais d'aborder le sujet de l'intelligence artificielle et des règles qui concernent ses usages dans le cadre de la négociation obligatoire sur l'égalité professionnelle et la QECT. Alors parce qu'en fait, voilà, ça, peu de gens le savent, mais en fait, cette négociation, elle inclut également dans les dispositions supplétives du Code du travail un petit paragraphe qui parle de l'utilisation des outils numériques, et notamment en lien avec la conciliation vie pro, vie perso et la déconnexion. Mais pour nous, ce paragraphe, il peut s'appliquer aussi finalement à l'IA. Donc, c'est-à-dire que dès lors que l'entreprise souhaite mettre en place des règles d'usage sur les outils, normalement, ça doit être abordé, ça peut et ça devrait être abordé dans le cadre de cette négociation. Et à défaut d'accord sur le sujet, l'employeur peut instaurer une charte. Donc, c'est notamment le cas, par exemple, les chartes télétravail, finalement, viennent de ces dispositions-là. Donc, on pourrait très bien avoir des chartes IA à défaut d'accord qui viendraient. Mais alors, dans ce cas-là, ces chartes-là, pour nous, elles doivent être à minima mises à la consultation du CSE. Et ça, c'est aussi, on tient à le préciser, à insister là-dessus. Ça, parce que le risque, c'est d'avoir des chartes complètement vides de sens, trop light. C'est le fait d'avoir des chartes, inopérantes et puis, dans ce cas-là, totalement descendantes. C'est-à-dire, finalement, c'est l'employeur qui décide uniquement des règles d'utilisation des outils et c'est tout, alors que, au moins, l'avantage de la mise à consultation, c'est que le CSE aura quand même pu donner son avis sur le sujet.
Et après, alors justement, ça tombe bien, il y a une question de chat sur le sujet. Un autre, finalement, véhicule qui permet d'aborder le sujet de l'IA dans les négociations, c'est les négociations dans le cadre de la GEPP, notamment. Mais alors, dans ce cadre-là, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que là, ici, on peut surtout aborder les dispositifs d'adaptation des salariés aux outils SIA, et notamment tout ce qui va concerner la formation professionnelle. C'est par le biais de cette négociation-là qu'en effet, on peut évoquer l'impact des SIA et finalement la nécessité, par exemple, de se former, de développer de nouvelles compétences sur le sujet, et peut-être aussi d'identifier, par exemple, les emplois les plus impactés par l'intelligence artificielle. Alors d'ailleurs, on tient là aussi à insister sur le sujet. Finalement, tous les thèmes qui concernent les SIA et leurs impacts en termes d'emploi et de compétences, ce sont des thèmes facultatifs de la négociation. C'est-à-dire que la négociation sur la GEPP est obligatoire, mais par contre, ces sujets-là sont souvent des sujets facultatifs. Donc, il faut bien penser à les inclure dans la négociation pour qu'ils soient pris en compte et abordés. Et alors après, la dernière négociation qui permet d'aborder le sujet, c'est la toute dernière qui a été mise en place. D'ailleurs, je ne sais pas si tout le monde est au courant sur le sujet, mais depuis fin 2025, on a une 4e négociation obligatoire qui a été mise en place, qui a été prévue, qui est inclus dans le Code du travail, qui concerne les salariés expérimentés. En fait, c'est une négociation sur, entre guillemets, les salariés seniors. Et dedans, on peut également aborder les sujets de l'IA et de ses conséquences, mais alors dans ce cas-là, sur les conséquences spécifiques en lien avec les salariés seniors. Voilà, forcément. Mais on peut prévoir tout à fait des actions de formation spécifiques pour ces populations-là, pour éviter que les impacts de ces outils ne soient trop importants. Alors, on vous met ici quelques exemples d'accords. Voilà, alors on vous laissera le temps tout simplement peut-être de les relire sur la présentation, hein, mais quelques accords aujourd'hui un petit peu innovants sur le sujet des SIA, de l'IA, on tient quand même peut-être à le mettre plus particulièrement en avant, l'accord MetLife, qui est à notre sens peut-être un des accords modèles du moment, parce qu'aujourd'hui, il prévoit à la fois des actions de formation et d'adaptation, la mise en place d'un entretien professionnel annuel pour justement suivre dans le temps l'adaptation des salariés et de leurs compétences. On a une interdiction prise dans l'accord de mettre en place du management algorithmique, la mise en place d'une commission IA du CSE, et on a même une garantie de non-licenciement économique sur 2 ans pour les postes aujourd'hui où on a eu des outils IA déployés. Donc, c'est un accord assez intéressant qui prévoit beaucoup de choses en la matière. Alors, pour finalement donc, venir finir et conclure notre présentation, juste peut-être un petit rappel finalement de tout ce qu'on s'est dit. Finalement, aujourd'hui, on a finalement un cadre du dialogue social qui permet quand même déjà de traiter finalement de l'IA et de ses conséquences, notamment en matière de conditions de travail. On a quand même la possibilité, le CSE a la possibilité quand même d'être informé, consulté dans le cadre du projet important, donc au moins durant l'introduction de la nouvelle technologie. On peut avoir un suivi dans le temps dès lors on pense à introduire le sujet de l'IA dans les consultations récurrentes. Mais voilà, il faut penser le faire. Et puis, la possibilité aussi de se faire accompagner par un expert, par exemple, sur ces sujets-là. Mais voilà, ça nécessite quand même un peu de bricolage et d'avoir en tête finalement ces sujets, de penser aujourd'hui à les inclure dans ce qui existe déjà. Et puis après, quand même, l'ensemble de ce qu'on vient de se dire, à notre sens, hein, et finalement les conclusions des travaux qui ont été faits, notamment par le DIALIA, c'est de se dire qu'aujourd'hui, quand même, les SIA amènent à la mise à jour, on va dire, du dialogue social et de son cadre pour qu'il soit le plus efficace possible. Et donc, ça va être notamment tout simplement pouvoir mettre en place une commission dédiée, par exemple, un registre qui permet de recenser les outils présents en entreprise, la mise en place de clauses de revoyure pour des consultations plus régulières sur le sujet. C'est à notre sens des choses qui seraient tout à fait pertinentes de mettre en place dans les entreprises.
Donc voilà pour notre présentation. Merci Donatien, le timing parfait. Alors, je vous propose pour celles et ceux qui sont encore dans la salle, et vous êtes encore assez nombreux, de prendre peut-être encore 10 minutes, pour celles et ceux qui peuvent, pour pas terminer comme ça, et de pouvoir avoir un petit tour de parole. Peut-être Julie, on a bien vu le côté un peu boîte à outils dont parlait Donatien, c'est une grande soupe, on va dire. Là, on fait une tambouille. Pour autant, le fond de sauce, par exemple, toi, c'est quand même ton métier, par exemple, sur l'expertise en santé au travail, l'expertise pour projet important, en quoi elle garde toute sa substance et qu'il faut faire attention, il y a une multiplication de projets, à ne pas la diluer. Est-ce que tu as peut-être un écho là-dessus d'être en capacité d'aller creuser vraiment le sujet? Oui, merci Rodolphe pour cette question. Le sujet, c'est effectivement que c'est vu et on voit les interventions dans le chat. L'idée n'est pas d'être contre l'IA et contre les progrès technologiques et tout ce qui pourrait faciliter le travail. Ce qu'on constate surtout aujourd'hui, c'est que les éventuels gains de productivité, ils sont pas forcément redistribués vers les salariés en faveur d'une amélioration des conditions de travail. C'est pour ça que c'est important de regarder ce que permet l'outil, mais surtout comment il vient transformer l'organisation du travail au quotidien. Et c'est pour ça que cette expertise pour projet important, en particulier quand on arrive à négocier avec des directions, de pouvoir mener cette intervention le plus en amont possible et pas, comme le disait Rodolphe tout à l'heure, malheureusement d'attendre de constater les dégâts. Elle prend tout son sens parce qu'elle permet d'anticiper les éventuels effets négatifs sur l'organisation et les conditions de travail. Le but, c'est justement de pouvoir se servir des outils, que ça puisse être une aide au quotidien, que ça puisse éventuellement venir diminuer la charge de travail ou la surcharge de travail, mais que ce ne soit pas un moyen pour l'entreprise de profiter d'éventuels gains pour venir en demander encore plus. Et là où on peut être vigilant, c'est qu'on voit, même avant l'IA, lorsqu'il y avait des projets de nature à faciliter le travail, et il y a eu au cours des 20 dernières années de très nombreux outils informatiques qui ont été déployés en ce sens. Ça a plutôt malheureusement été en faveur d'une intensification du travail que d'une libération du travail. C'est pour ça qu'on appelle à la plus grande vigilance, non pas en étant un détracteur de l'outil a priori, mais en n'étant pas non plus dupe sur le fait que cet outil n'est pas forcément qu'une amélioration du quotidien et qu'il peut y avoir des écueils à éviter. Si Julie, on se fait un petit tour de parole au regard de ce que vous avez pu entendre très rapidement, Mathieu, Rodolphe, sur un peu en quoi ça sonne à vos oreilles, ce que vous avez pu entendre, ce que vous avez pu lire aussi dans le chat. Qui y va? Rodolphe, vas-y. D'accord. Non, j'ai trouvé très intéressant les différentes parties qui ont été proposées et des points à retenir et à creuser pour nous par rapport à ce que l'on a déjà mis en place. On ne part pas de rien, mais il y a encore une bonne marge de progression. Ce que disait Julie sur l'idée pour les directions de mettre ça en place coûte que coûte à marche forcée, sans toujours mesurer ni les bénéfices, ni les conséquences, est vraiment un point important sur lequel on doit être vigilant. Le mesure de la charge de travail avant et après la mise en place de l'IA, c'est quelque chose qui n'existe pas ou pas suffisamment aujourd'hui chez nous. On a plutôt tendance à déployer, puis après, on se dit, on verra bien. On vous apporte cet outil, vous l'utilisez uniquement si vous voulez, et vous verrez s'il y a des bénéfices ou s'il n'y a pas de bénéfices. Mais là aussi, c'est une difficulté pour nous de mesurer les conséquences à moyen terme. On ne sait même pas si l'entreprise la mesure vraiment, en se disant qu'il y aura un retour sur bénéfice à un moment donné, mais sans trop mesurer dans quelle proportion. Et puis, les différentes pistes évoquées à la fin par Donatien, qui sont intéressantes sur ce qui pourrait être mis en place, avec toutefois cette difficulté qui va être de passer par des négociations pour pouvoir mettre que ce soit en place une commission vraiment rattachée au CSE ou des clauses de revoyure suite aux différentes consultations. Est-ce qu'il va falloir que ça se négocie entreprise par entreprise, ou est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui pourrait cadrer cela pour tout le monde et qui serait peut-être plus facile et qui permettrait à davantage d'entreprises de pouvoir en bénéficier? C'est un peu les interrogations et les réflexions
après la présentation en ce qui me concerne. En tout cas, je trouve que c'est super intéressant de voir aussi qu'avec votre exemple, que c'est le CSE en tant que légitime, en tant qu'instance, qui est partie prenante dans l'histoire et que les syndicats viennent pas parasiter potentiellement le truc. C'est intéressant, je trouve. Enfin, ça, c'est perso. Mathieu. Bon, faut y revenir un peu sur les fondamentaux, avoir cet effort paritaire d'acculturation à la technologie, dépasser le débat pour contre, d'un côté comme de l'autre, qui est un débat d'arrière-garde, c'est pas le sujet. Il faut se repenser systématiquement, comme dans toute transformation numérique du travail, quelle est la finalité à l'introduction de l'IA dans l'entreprise, à quoi ça répond, qu'est-ce que c'est censé corriger, comment on mesure si c'était une bonne idée ou si c'était une fausse bonne idée, accepter que c'est pas grave d'avoir de fausses bonnes idées, à partir du moment où on sait revenir, on sait pivoter vers autre chose. Et puis après expérimenter, sans renier les prérogatives des uns et des autres, et avoir un suivi, une dynamique, pour ne pas se contenter de mettre en place quelque chose qui potentiellement peut avoir un impact fort sur le travail, au sens très large, ou à contrario, malgré un coût environnemental et un coût financier parfois, finir à l'étagère et prendre la poussière. Parfait, merci à toi. Moi, je me permets de faire une petite promo pour Miroir Social quand même, qui est participatif et qui aussi produit de l'information journalistique sur abonnement. Et une petite promo, et c'est assez rigolo, enfin rigolo entre guillemets. Chez Orange, on voit actuellement, il y a un projet d'IA assez important d'analyse vocale de tous les appels sortants des conseillers, de près de 400 conseillers, avec un outil qui s'appelle Free Speech. Et sur Miroir, on a produit un papier parce qu'en 2011, chez Orange, ils ont signé un accord sur les expérimentations en vue d'améliorer les conditions de travail. En 2011. Et la direction, bêtement, ne l'a pas dénoncé. Elle a fait l'erreur parce que les syndicats reviennent dessus. Et la direction dit, mais cet accord, en fait, en 2011, il est complètement inapplicable. Et là, on voit bien le côté juridique, parfois, qui complètement bloque tout. L'idée, c'était, je fais très rapidement, hein, mais l'idée, c'est qu'à chaque fois qu'il y avait une expérimentation, quelque part, il fallait avoir une négo et un accord. Le truc complètement impossible à mettre en place de façon concrète. Et là, on le voit. Et c'est quelque part un accord qui, vraiment, la direction aurait dû le dénoncer et le remettre complètement à jour au regard de la situation actuelle. Toujours est-il, il n'est pas dénoncé. Et voilà. Ça me permet, merci à toi Mathieu, et parole à toi Donatien, mot de conclusion. Écoutez, non, j'ai beaucoup aimé cet exercice-là, en tout cas, et c'est vrai que les retours là de Rodolphe et de Mathieu étaient précieux. C'est vrai qu'en tout cas sur la question de l'IA, en tout cas, et notamment donc du dialogue social, moi j'aurais quand même tendance à espérer quelque chose qui arriverait au niveau national, voilà, soit un ANI, soit une introduction dans le cadre du code du travail, voilà, parce que là, on le voit bien, ça oblige finalement quand même beaucoup de travail et beaucoup d'efforts au niveau des entreprises, tout simplement, en termes de dialogue social. C'est quand même assez compliqué à mettre en place, comme on le voit. On peut faire quand même pas mal de choses avec le cadre actuel, mais ça demande de la connaissance et du bricolage, hein, ce qu'on vient un peu de dire. Et finalement, donc quelque chose, alors à minima, au niveau de la branche, enfin des branches, peut-être pour certaines d'entre elles, voire si possible au niveau national, serait quand même souhaitable et assez intéressant, à mon avis. Parfait, merci Donatien. Bon, on a un peu débordé, je m'en excuse, mais je pense que ça valait le coup. Merci à votre participation active, vous êtes encore nombreux et nombreux dans la salle. Moi, je me permets de si vous avez encore un peu de temps cet après-midi, il y a un nouveau direct de Miroir Social. Alors, sur un tout autre sujet, c'est sur l'épargne salariale. La semaine prochaine, c'est la semaine de l'épargne salariale. Donc, pouf, on passe sur Miroir Social, on balaye large, on balaye le social au sens large, et là, on l'illustre. Et donc, n'hésitez pas à vous inscrire, ça commence à 14h30. Écoutez, je remercie beaucoup Tandem Expertise d'avoir mouillé la chemise avec une présentation fort construite et d'avoir partagé ses ressources. Et merci à Rodolphe et à Mathieu d'avoir illustré et concrètement en montrant l'exercice que ça relevait quand on était sur le terrain, parce que comme ça a été dit par Mathieu, et je rebondis sur le poste, négocier c'est bien, faire un accord c'est bien, on peut même faire du marketing, on le voit d'ailleurs avec les derniers accords qui ont été signés, même les directions voient l'intérêt de faire du marketing social
derrière le truc, tant mieux, elles sont légitimes pour le faire et c'est très bien. Maintenant, faut voir, le service après-vente, il va falloir le suivre. Le service après négociation. Il sera intéressant à suivre pour le moins. Écoutez, je vous souhaite une très très bonne journée, compte rendu à suivre. La synthèse, elle vous sera remise dans la synthèse qui va suivre. N'hésitez pas à contribuer sur Miroir Social. Si vous avez des pistes à nous partager, etc., toujours à l'écoute. Et je vous souhaite une très très bonne journée, ensoleillée sur Paris, c'est sympa. Et la bonne journée à vous. Je coupe et j'ai mis le lien des briefs. Merci beaucoup. Au revoir, merci. Merci beaucoup. Peut-être cet après-midi pour certaines et certains.